Chers amis, je vois que je n'ai déjà plus que 7 minutes 56, donc on va faire condenser. Un mot d'abord de remerciement à Florian et aux Patriotes pour son invitation, leur invitation, à vous tous pour votre présence et pour avoir croisé beaucoup d'entre vous déjà cet après-midi. Je sais qu'un certain nombre d'entre vous ont fait un bout de chemin pour venir jusqu'à Arras. Et un mot tout à fait particulier pour l'équipe de Florian, cheville ouvrière de cette magnifique manifestation, et j'aurais voulu pouvoir les applaudir. Je vais le faire moi, mais si vous pouviez le faire avec moi, ce serait très bien pour eux. « 7 minutes 15. Alors, les assises de la souveraineté, c'est très simple. Si on vous demande ce que c'est, vous direz « c'est la souveraineté debout ». C'est curieux pour des assises. Mais très franchement, j'ai pas pu venir l'année dernière parce que j'étais de mariage, figurez-vous. Et de temps en temps, on est pris par des obligations familiales. En l'occurrence, c'était une joie. Donc je découvre cette année pour la première fois cette très belle manifestation avec encore plus de monde cette année que l'année dernière, si j'ai bien compris. Donc bravo. Pas seulement parce que je suis venu moi, hein, mais visiblement, je ne suis pas tout seul à ne pas avoir été là et être venu cette année. Ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, ça tient en quelques mots. Nous sortons, pas tout à fait d'ailleurs, nous sommes encore dans une période dominée par le mensonge comme vecteur et acteur de la communication politique. Souvenez-vous, ce très grand dissident qui était Solzhenitsyn disait à propos des dictatures « Le mensonge ne passera pas par moi ». Notre première mission, mes amis, dans cette période si difficile, si incertaine, si risquée, mais si exaltante, en même temps, si l'on peut dire, notre première mission, c'est de faire en sorte que non seulement le mensonge ne passe pas par nous, mais que nous soyons les vecteurs et les défenseurs de la vérité. Pas simplement celle que nous croyons, mais la vérité des choses et des faits. J'en prends un seul exemple récent. Il est très trivial, mais si pesant dans le débat actuel. Vous avez compris qu'on nous explique la nécessité de faire droit aux 40 milliards d'économies prévues par le Premier ministre François Bayrou et que sans doute le Premier ministre nouvellement nommé va reprendre à son compte. Mais 40 milliards d'économies, ça voudrait dire qu'on prend les dépenses de 2025, qu'on leur retranche 40 milliards et qu'on a le montant des dépenses de 2026. Mais là, il ne s'agit pas de ça. Là, il s'agit de diminuer de 40 milliards les dépenses supplémentaires qui étaient prévues pour 2026. Ce ne sont donc pas 40 milliards de moins qu'en 2025, mais 40 milliards de moins dans l'augmentation de 70 qui était prévue pour 2026. Donc nous nous apprêtons à ce qu'on nous demande notre accord pour dépenser 30 milliards supplémentaires dans un contexte où, de toute façon, nous n'en avons évidemment pas le premier fifrelin. C'est invraisemblable de considérer que tout le barouf politique qui est fait ces jours-ci, d'ailleurs à raison, parce que nos institutions prouvent quand même une solidité à toute épreuve, le barouf qui est fait ces temps-ci repose sur quelque chose qui est un mensonge objectif. Et je pense que nos concitoyens n'ont pas saisi, n'ont pas compris. D'ailleurs, visiblement, les journalistes des plateaux non plus. La deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est que un témoignage bref. J'étais il y a quelques jours à Briare, dans la Nièvre, où j'ai rendu visite, comme je m'y étais engagé, pour la 4e fois, aux soignants suspendus, qui étaient des anciens agents de l'hôpital, et en particulier du service de gérontologie locale. Vous avez raison de les applaudir. Et d'ailleurs, il y avait 1 ou 2 militants des Patriotes, en plus des nôtres, dans cette réunion, ce qui ne m'a pas surpris du tout, pour le coup. Et je suis ému à chaque fois que je vais les voir, parce que ces gens qui ont perdu à peu près tout, leur emploi, une partie de leur réseau familial et amical, leur statut social, leur maison et un certain nombre de leurs biens matériels pour quelques-uns d'entre eux. Ils ont fait des choses extraordinaires, en particulier une épicerie solidaire et une école pour les petits qui, pouvaient plus y aller parce que, n'étant pas vaccinés, ils n'avaient pas le droit de... Et j'ai trouvé ce mouvement de solidarité et de confiance mutuelle extrêmement puissant, extrêmement significatif, et d'autant plus puissant et significatif qu'il reposait uniquement sur la bonne volonté des gens, sans aide de l'État, sans subvention,
sans message spectaculaire, sans communication pétaradante, ni rien du tout. C'est un exemple typique de la manière dont les citoyens doivent pouvoir reprendre en main leur propre existence et les moyens de leur subsidiarité, de leur solidarité, à chaque fois qu'ils l'estiment nécessaire et à chaque fois que c'est possible. Je ne prétends pas qu'il faille s'organiser sans le concours de l'État, en dehors des autorités. Je ne suis pas séparatiste, ni autonomiste, ni anarchiste. Personne ici ne l'est, enfin je pense. Je prétends simplement que c'est sur cette société de confiance qu'on doit miser. Et le problème que nous avons, mes chers amis, c'est que c'est un idéal que nous pouvons partager facilement. Mais quand on essaye de le transposer dans le monde politique, curieusement, ça marche moins bien. Et nous cherchons, votre président des Patriotes comme moi, depuis quelque temps déjà, le moyen de faire comprendre qu'en dehors de relations de confiance, en dehors de solidarité sur des convictions partagées, en dehors d'une capacité d'élaborer un socle commun minimal partagé de gouvernement, pour mettre dehors les néolibéraux, parce qu'on parle quand même de ça, et empêcher les fous furieux d'accéder au pouvoir, parce qu'on parle aussi de ça, si nous ne réussissons pas à faire aboutir ce socle commun de gouvernement, appelez-le comme vous voulez, patriote, français, de droite, même si ça vous fait plaisir, même si j'espère que ce sera plus large que ça, si nous ne réussissons pas ça, alors il y aura deux conséquences. La première, c'est que les néolibéraux resteront au pouvoir, et la deuxième, c'est que la France ne se redressera pas. Parce que les néolibéraux ne redresseront pas la France, ils s'en moquent. Donc ça nous appartient, cette opération. C'est ça, notre mission. Et la proposition pour une primaire des souverainistes qui est à votre disposition dans le hall, j'espère que vous allez tous voter. Votez bien comme vous voulez, mais enfin, si vous pouvez voter oui, c'est encore mieux. Cette opération de primaire des souverainistes, elle va dans ce sens. La volonté d'établir une cohésion, morceau par morceau, bout par bout, un peu comme un puzzle dont on pose les pièces une par une, mais on n'a pas de choix de faire autrement. On ne pourra pas s'en sortir sans ça. Si on fait autrement, nous repartirons morcelés, et même si nous n'étions pas en position majoritaire d'accéder aux affaires, ce qu'à Dieu ne plaise, et peut-être qui nous attend encore, au moins cette fois-ci, au moins nous pourrions peser de toute notre force et de tout notre poids sur l'action de ceux qui accéderaient aux responsabilités devant nous. C'est ça notre mission. Je sais que c'est compliqué. Je sais qu'on se heurte à des montagnes de mauvaise foi, de mensonges parfois même de trahison, osons le mot. Chacun mettra derrière ces différents vocables les noms propres qui conviennent. Une dernière chose. J'entendais l'autre jour un éminent député, tiens, ça me dit merci, il ne comprend pas ce que je dis pourtant, je ne comprends pas pourquoi il me dit merci. Un éminent député ou prétendu tel du Rassemblement national à qui on posait la question, mais alors l'union, qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce que vous envisagez de pouvoir la réussir? Et il répondait, mais ça n'est pas possible parce que moi, je vais être élu, j'ai été élu dans ma circonscription sur un programme, et je ne peux pas envisager de défendre autre chose que le programme sur lequel j'étais élu. Et je lui disais, mon petit bonhomme, t'es pas prêt d'y arriver, parce que quand on a un peu d'expérience politique, c'est le cas de bon nombre d'entre vous dans cette salle, c'est mon cas aussi, on sait bien qu'entre ce qu'on veut en arrivant et ce qu'on arrive de fait à faire quand on est aux affaires, il peut y avoir une différence. D'ailleurs, c'est vrai quand on exerce un métier, c'est vrai quand on se marie, c'est vrai quand on part en vacances, c'est vrai quand on va au restaurant, c'est vrai tout le temps. Il n'y a pas de raison que la politique, ce soit le seul lieu où c'est pas vrai. Nous avons des interlocuteurs qui ne comprennent pas que ça ne peut pas être un programme chimiquement pur qui est le leur, que ça ne peut pas être derrière eux exclusivement, que ça ne peut pas être eux tout seuls, que ça ne peut pas être des ralliements mais des alliances, et ça n'est pas la même chose. Voilà le sens dans lequel nous devons nous battre. Ça veut dire obtenir par tous les moyens, non contraire à la foi et aux bonnes mœurs, bien entendu, obtenir par tous les moyens ce socle commun minimal de gouvernement qui pourra rassembler tous ceux qui aiment la France, et il y en a beaucoup. Donc voilà ce que je me permets de vous proposer comme action pour les temps qui viennent. Ça peut aller très vite, même si je ne crois pas dans l'éventualité d'une dissolution prochaine. Je pense que personne n'y a intérêt, certainement pas le chef de l'État. Maintenant, il pourrait y être contraint, c'est autre chose. En tout cas, une seule mission pour nous, l'union, un seul objectif, non pas la dissolution, non pas la révolution, la destitution. Ben, vous connaissez la chanson. Bon courage.